Bonjour la toile. Aujourd'hui, je vous propose un voyage à la fois dans le temps et dans l'espace pour vous parler d'une personne à laquelle je suis très attachée et qui n'est autre que l'impératrice Joséphine. Alors Joséphine, vous le savez sans doute, c'est une créole, c'est-à-dire qu'elle appartient à une famille de blancs, colons. Elle est née à la Martinique, sur la propriété de Trois-Îlets. Elle est la fille de Joseph Gaspard de Tachère de la Pagerie, issu d'une des plus anciennes familles de la noblesse française remontant au Moyen-Âge, et descendant de Pierre Belin d'Édambuc, qui n'est autre que le conquérant des Antilles françaises. Sa mère, Rose Claire des Vergers de Sannois, appartient également à une très vieille famille de l'aristocratie française, et c'est elle qui va apporter en dot le domaine de la Pagerie, le domaine de Trois-Îlets, qui est une plantation sucrière. C'est donc dans ce domaine que va naître le 23 juin 1763 celle qui s'appelle encore Marie-Joseph Rose de Tachère de la Pagerie. Elle porte donc le prénom de Marie, son arrière-grand-mère maternelle, le prénom de son père et de son grand-père, Joseph, c'est la tradition bien sûr, et c'est donc le prénom de Rose qui va devenir son prénom usuel. Donc dès la naissance, elle est placée sous les auspices de la Reine des Fleurs. Au XVIIIe siècle, l'éducation d'une jeune fille de la noblesse française n'était pas à proprement parler fait pour lui ouvrir l'esprit. On allait faire d'elle une bonne épouse, une bonne maîtresse de maison, quelqu'un qui est à même de recevoir. Heureusement, il y a sa tante, Désirée, la jeune sœur de Joseph Gaspard, qui est alors la maîtresse du gouverneur de la Martinique, un certain François de Beauharnais. Et c'est donc Désirée qui va avoir l'idée de fiancer le fils de son amant, Alexandre de Beauharnais, avec la jeune Rose Tachère de la Pagerie. Rose prend donc le bateau avec son père pour traverser l'Atlantique pour la première fois et elle rencontre son fiancé en Bretagne. Ils vont se dire oui à Noisy-le-Grand à la fin de l'année, au mois de décembre 1769. Ils ont 3 ans d'écart. Alexandre est un militaire. Il ne croit pas en l'amour éternel, loin s'en faut. En revanche, il pense que le mariage peut durer. Et pour que le mariage dure, il faut que son épouse soit une véritable compagne. C'est donc lui qui va faire son éducation, en la conseillant sur ses lectures, de la poésie, de la littérature, mais également des ouvrages de géographie, d'histoire, de sciences. Nous sommes au XVIIIe siècle, en plein siècle des Lumières. Les femmes de l'aristocratie doivent être à même de tenir salon et de les animer. Il faut donc qu'elles soient érudites. Et c'est Alexandre qui va décider de ne plus appeler sa femme Rose, mais de féminiser le prénom de son père et de l'appeler Joséphine. Alexandre va devenir de plus en plus influent et lorsque la Révolution éclate, comme c'est un homme progressiste, il va passer au service du peuple, devenir député. Malgré tout, il reste un ci-devant et lorsque la terreur éclate, il sera arrêté. Joséphine elle-même d'ailleurs va faire une centaine de jours de prison à la prison des Carmes. Elle s'en sort miraculeusement à la fin de la terreur. Alexandre n'aura pas cette chance et Joséphine va donc faire en sorte de réhabiliter l'esprit, de réhabiliter l'honneur de son mari. Elle va devenir donc une icône de l'époque. Et c'est ainsi qu'elle va rencontrer un jeune général particulièrement brillant. Lorsqu'ils se rencontrent pour la première fois, ils ont 6-7 ans d'écart. Bonaparte est fasciné par sa beauté, par sa grâce, son maintien, par ce qu'elle représente. Et elle est assez subjuguée par l'énergie qui se dégage de ce jeune général qui est déjà auréolé de gloire. Et ils vont se dire oui en 1796. L'un comme l'autre sont des insulaires, exilés, qui vont se retrouver sur le devant de la scène. Et ils vont avoir besoin d'un refuge. Ce refuge, Joséphine sait très bien où il se trouve. En 1793, en pleine terreur, alors qu'elle était chez des amis en bord de Seine, elle va voir de l'autre côté du fleuve une propriété qu'elle n'oubliera jamais, le château de la Malmaison. Et alors que Bonaparte est en Égypte, elle va acheter le domaine en 1799. Dès lors, elle n'aura de cesse de l'aménager, aussi bien en ce qui concerne le château qu'en ce qui concerne son jardin, sa véritable passion.
C'est là donc que Bonaparte et elle pourront trouver refuge dans cette vie trépidante qui est la leur, et de conquête en succès, de coup d'État en réussite, le général Bonaparte va devenir l'empereur et son épouse, l'impératrice Joséphine. Alors elle va profiter de son statut et elle va également devenir une véritable représentante de l'Empire français. Comme c'est encore le cas aujourd'hui pour toutes les têtes couronnées, ce qu'elle porte, son attitude, ses actions vont inspirer les têtes couronnées de l'Europe. Napoléon a une ambition, il veut redonner à la France la place qui était la sienne lors de l'Ancien Régime, c'est-à-dire celle du leader des arts créatifs de luxe. Et évidemment, Joséphine sera l'ambassadrice de ceci, que ce soit en matière de mode, en matière de haute joaillerie, notamment avec ce diadème par exemple, petite prouesse technique. Il est la réalisation de Marie-Étienne Nitto, qui n'est autre que le fondateur de la maison Chaumet. C'est lui qui va réaliser d'ailleurs tous les diadèmes des dames lors du sacre de Napoléon en 1804. Elle va commanditer également les porcelainiers, elle va faire en sorte de faire travailler les ébénistes, les menuisiers, les peintres. Rien de très surprenant pour une souveraine, beaucoup d'autres ont fait cela avant elle, mais ce qui va vraiment faire la différence pour Joséphine, c'est le jardin. Elle va se trouver une véritable vocation, une véritable passion, et pour la botanique et pour la zoologie. Alors ce jardin, elle veut qu'il soit à son image. Napoléon Bonaparte lui avait conseillé de travailler avec ses architectes fétiches, Percier et Fontaine, mais ils ne vont pas du tout s'entendre. Percier et Fontaine, ce sont des chantres du néoclassicisme, ils aiment les lignes droites, les perspectives. Joséphine est complètement à l'inverse de tout cela. Et c'est ainsi qu'ils vont lui présenter Jean-Marie Morel. Jean-Marie Morel a alors 70 ans, il est donc le consultant de l'impératrice. Il a déjà à son actif de très nombreux jardins, de très nombreuses publications. On le surnomme le patriarche du jardin anglais. Ils vont parfaitement s'entendre et développer ensemble le jardin de la Malmaison. Lorsque Joséphine achète la propriété, elle fait 60 hectares. À son décès, en 1814, le domaine de la Malmaison couvre 760 hectares, dont 70 hectares de jardin clos. Le temps passant, ce jardin devient de plus en plus beau, de plus en plus fourni, et avec le protocole qu'exige l'Empire, l'impératrice n'a plus autant de temps qu'elle le souhaiterait pour s'en occuper. Donc elle va avoir besoin d'un assistant, elle va avoir besoin d'un aide, et cette aide, ce sera Aimé Bonpland. Aimé Bonpland a alors 35 ans, et il revient tout juste d'une longue expédition avec Alexander von Humboldt en Amérique du Sud. Ils ont ramené de très nombreuses documentations sur la faune et la flore surtout de l'endroit, travaillant étroitement avec le muséum, et Aimé Bonpland est l'homme idéal pour l'aider à développer ce jardin. D'autant plus que l'impératrice s'intéresse de plus en plus à l'acclimatation. Il se trouve qu'en raison de son statut, elle reçoit régulièrement des paniers de fruits qui proviennent des serres du muséum, des fruits exotiques donc. Et elle trouve fabuleux de pouvoir faire pousser loin de leur pays d'origine des fleurs, des arbres et des fruits. Elle va se consacrer à cette recherche avec l'aide d'Aimé Bonpland. On associe souvent Joséphine avec la rose, la reine des fleurs, qui est donc son prénom originel. Joséphine va avoir une action tout à fait particulière envers cette fleur. Il faut savoir qu'au tout début du 19e siècle, la rose n'est pas la vedette des jardins comme elle peut l'être aujourd'hui. Il y a une dizaine de variétés, à peine. De par son statut, l'impératrice va récupérer des variétés de rose thé, des variétés de rose du Bengale, donc en provenance de Chine et d'Inde, et elle va se lancer dans des hybridations de roses. En l'espace d'une dizaine d'années, entre 1804 et 1814, elle va réunir pas moins de 250 variétés de roses à la Malmaison, c'est-à-dire la quasi-totalité des variétés qui existent alors sur la planète. Elle va faire des émules, elle va encourager les rosiéristes, les Dupont, Villemorin, Dessémé, Vibert, entre autres, et très naturellement, beaucoup d'entre eux vont créer des variétés qu'ils vont nommer en l'honneur de l'impératrice, que ce soit Souvenir de la Malmaison ou Impératrice Joséphine. Nous gardons souvenir de ces variétés grâce à un artiste extraordinaire,
Pierre-Joseph Redouté, qui va d'une certaine manière portraiturer les plantes de l'impératrice. Non seulement les roses, mais également certaines variétés qu'elle va contribuer à acclimater en Europe, comme ce liliacé en provenance du Cap, qu'on va appeler l'Amaryllis Joséphine. Alors, lorsqu'on l'interrogeait à ce sujet, Joséphine était absolument intarissable. Elle aimait énormément son jardin et elle avait surtout volonté de partager ses découvertes et de partager ses fleurs. Pour elle, les jardins étaient tous frères par les plantes. Et c'est ainsi qu'elle va avoir l'idée de prendre contact avec le comte du Bouchage, le préfet des Alpes-Maritimes, puisqu'elle a reçu quelques variétés provenant de Nouvelle-Hollande, d'Australie, et elle va les lui faire envoyer. Parmi elles, l'eucalyptus. Elle pense que le climat des Alpes-Maritimes est assez similaire à celui de l'Australie. Force est de constater qu'elle avait raison. Et avec cet eucalyptus, on se rend compte que cet arbre a la capacité d'assainir les marais, d'assainir son environnement. Avec l'eucalyptus, elle envoie du mimosa, elle envoie un Melaleuca linarifolia, elle va envoyer toute une variété d'espèces qui vont s'acclimater. Elle fait en sorte que chaque département français ait son jardin botanique. Elle est donc complètement habitée par cette passion, complètement habitée par les plantes. Et lorsque on l'interrogeait au sujet de celle-ci, elle disait « ce sont mes sujets, j'essaie juste de les rendre heureux ». Je vous souhaite une très belle fin de journée. À bientôt.